Karine Lacombe, bonjour. Bonjour, monsieur Professeur Karine Lacombe, infectiologue, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Vous publiez un petit récit graphique racontant les mois éprouvants du printemps, le coronavirus, la médecin, une infectiologue au temps du corona chez Stock. Karine Lacombe, constatez-vous pour la première fois, c'est ce qu'a dit le ministre de la Santé hier, constatez-vous pour la première fois depuis quelques jours un ralentissement de l'épidémie de Covid-19 ? Alors il semblerait, ce n'est pas la même chose partout en France, Oui. mais en revanche dans certaines régions, dont l'Île-de-France, on a l'impression d'avoir un frémissement dans la pente épidémique. Dans cette croissance que l'on voyait continue, exponentielle ces dernières semaines, on a l'impression que ça s'infléchit. Et d'ailleurs, on voit dans les services hospitaliers un petit peu moins de patients qui arrivent dans les services de médecine. En revanche, les services de réanimation, qui sont tout le temps décalés par rapport aux services de médecine, sont encore, eux, bien saturés. On entre à l'hôpital, si la situation s'aggrave, sa santé s'aggrave, on se retrouve en réanimation. Voilà, et il y a malheureusement beaucoup de patients qui passent directement des urgences en réanimation parce qu'ils arrivent tard aux urgences. La semaine est décisive. Le week-end prochain, c'est ce que dit le ministère de la Santé, le week-end prochain, nous en saurons plus sur l'efficacité du reconfinement, de ce deuxième confinement. C'est donc une semaine essentielle. Absolument, parce qu'il y a tout le temps un décalage entre l'application des mesures et l'efficacité qui est constatée due à ces mesures de 2 à 3 semaines, parce que ça, c'est vraiment la dynamique de l'épidémie. On met à peu près une semaine d'incubation, on a ensuite une semaine de symptômes, à ce moment-là, on va guérir ou pas, et quand on ne guérit pas, si on passe en réanimation, ça prend encore une semaine. Donc vous voyez, c'est 2 à 3 semaines de décalage. Donc l'incubation, c'est une semaine, je rappelle tout cela. En gros, voilà. En gros, une semaine. Voilà, en gros, une semaine en moyenne. C'est-à-dire que je suis infecté le vendredi, si le vendredi d'après, je n'ai pas de symptômes, c'est que je ne suis pas infecté. Entre 4 et 7 jours, absolument. Oui. Bon. Professeur Karine Lacombe, à Saint-Antoine, que se passe-t-il? Quelle est la situation aujourd'hui? Est-ce qu'elle est du niveau de celle du printemps dernier? On a pour l'instant ouvert moins de lits que ce qui s'est passé en mars-avril de cette année, parce qu'en fait, on a beaucoup d'autres pathologies à traiter que la Covid-19, et il était hors de question d'avoir à trier entre les patients à qui on allait offrir des soins pour la Covid-19 et les autres. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en réanimation, à Saint-Antoine, il y a des patients qui souffrent d'autres pathologies. Absolument, d'autres pathologies. Donc on a ouvert, absolument, on a ouvert d'autres lits que le niveau habituel de lits de réanimation, de façon à pouvoir offrir des soins et aux patients atteints de Covid-19 et aux autres. Donc on a augmenté les capacités, mais c'est exactement la même chose dans les services de médecine, où on a également, par exemple dans mon service, la moitié des lits sont actuellement occupés par des patients Covid-19, et on a légèrement augmenté le nombre de lits pour pouvoir faire face à toutes les maladies tous les patients. Exactement, absolument. En quelque sorte. Hein, absolument. Bien, est-ce que vous recevez des patients d'autres hôpitaux d'Île-de-France ou d'ailleurs en France? Alors pour les patients de réanimation, il y a une régulation au niveau régional, et en fonction des capacités au niveau de la région, on peut être amené à transférer des patients d'un hôpital à un autre. Donc ça s'est passé en Île-de-France. Par exemple, les hôpitaux du nord de l'Île-de-France ont été très vite saturés il y a 2 semaines, et les hôpitaux des autres parties de l'Île-de-France ont reçu des patients du nord de l'Île-de-France. Mais c'est exactement la même chose que l'on voit en région, puisqu'il y a eu par exemple des transferts de patients de Rhône-Alpes vers des lits en région ouest, voire maintenant en Allemagne. Bien, Karine Lacombe, professeur Karine Lacombe, on a posé beaucoup de questions ces derniers jours. Il y a beaucoup d'interrogations autour des nouvelles mesures de confinement. Les enfants, par exemple, vous avez signé la tribune demandant que les enfants portent un masque à l'âge de 6 ans, à partir de 6 ans à l'école. Absolument. Bien. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur le risque de transmission de l'enfant aux adultes? Alors, en fait, ce risque, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une mesure prise séparément ne fait pas tout. C'est vraiment la succession de toutes ces mesures que l'on prend ensemble, ce qu'on appelle la stratégie de l'Emmental. C'est toutes ces mesures ensemble qui vont permettre de diminuer, d'agir sur la dynamique. Exactement, on bouche les trous. La dynamique de l'épidémie. Donc le fait de faire porter des masques aux enfants à partir de 6 ans est un de ces éléments. Évidemment, la transmission de l'enfant à l'adulte n'est probablement pas le mode de transmission prépondérant. En revanche, il représente une petite partie de cette transmission, et actuellement, le virus circule de façon extrêmement active au sein de la population. Donc, il faut agir sur tous les paramètres. Mais certains sont même allés jusqu'à demander à ce que les enfants portent un masque à la maison.
Ça vous paraît excessif? Moi, ça me semble extrêmement difficile à appliquer dans le meilleur des mondes. Il faudrait que tout le monde soit masqué tout le temps. En revanche, au sein de la maison, c'est très compliqué. Mais la raison pour laquelle certains ont demandé à ce que les enfants portent le masque à la maison, les enfants et les adultes, c'est parce que une des grandes sources de contamination actuellement, c'est au sein de la famille. Ils sont dans les entreprises, sur les lieux de travail au moment des pauses déjeuner et au sein des familles. Voilà. Donc c'était les derniers bastions, on va dire. Voilà, alors ça m'intéresse beaucoup. Les deux lieux, finalement, où on se transmet le plus ce virus, c'est au sein de la famille et au sein de l'entreprise. Exactement. Et accessoirement au sein des universités. Alors, au sein des universités, dans tous les moments de convivialité. Dans tous les moments de convivialité. Donc, ce sont les trois lieux, finalement. D'ailleurs, on se regroupe. Dans la famille, on se regroupe. Dans l'entreprise, on se regroupe. Pour déjeuner, par exemple. Et à l'université, on se regroupe. Toutes les situations de promiscuité. Toutes les situations de promiscuité. Faut-il fermer les collèges et lycées? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a moyen de trouver une solution hybride qui permette de maintenir l'accès à l'éducation pour tous les enfants. On sait que quand on ne va pas du tout dans son lieu de scolarité, on a un fort risque de décrochage. On l'a vu à la fin du mois de avril, mai, juin, et ce n'était qu'une petite période. Si on rentre dans ce cercle-là à arrêter les collèges et les lycées, à un moment crucial de l'année, je pense que ça va être très compliqué d'assurer l'accès à l'éducation. En revanche, en mettant en place des moyens hybrides, par exemple une semaine sur 2, mais encore mieux, une alternance matin et après-midi, on devrait arriver à diminuer le nombre d'enfants présents dans un même établissement tout en leur assurant l'accès à l'éducation. Vous nous dites ce matin, sachons collectivement nous organiser. Absolument. Face à ce virus avec lequel nous vivons. Tout à fait. Et avec lequel nous allons vivre longtemps, plusieurs mois. C'est-à-dire longtemps. C'est difficile à savoir. Mais vous êtes infectiologue, vous avez déjà... Oui, mais chaque épidémie, c'est un virus qui est nouveau et chaque épidémie a une forme particulière. Certaines épidémies n'ont eu qu'un pic, ont disparu. D'autres épidémies se sont propagées sur 2 ans avec plusieurs pics. On aurait tendance à penser que ce serait plutôt plusieurs vagues sur 1 an, 2 ans, mais personne n'a de boule de cristal pour vraiment voir le futur. Mais on ne peut faire que des projections par rapport à ce que l'on connaît déjà d'autres épidémies. Donc lorsqu'on dit Noël, Noël, on ne pourra pas rencontrer la famille, ou Noël, ça se fera par visio. Il est difficile là maintenant. C'est difficile aujourd'hui de le dire. Oui, pour l'instant c'est difficile. Eh bien on va voir justement dans 1-2 semaines l'effet d'abord du couvre-feu que l'on commence quand même à percevoir. Parce que si on se dit qu'il y a un ralentissement de la dynamique épidémique, c'est bien que ça a un lien avec le couvre-feu. Je vous sens quand même un peu optimiste. On va voir avec le confinement. On est toujours. Il faut être optimiste. Il faut quand même qu'il y ait une note d'espoir qui nous porte. Oui, bien sûr. Mais j'ai l'impression que vous êtes optimiste. Je suis modérément optimiste. Oui. Alors moi j'ai une autre question parce que sur le confinement, il y a plein de questions qui sont posées, professeur Lacombe. J'avais envie de vous les poser. D'abord, est-ce que le confinement est efficace pour sauver des vies ou efficace pour désengorger les hôpitaux? Je pense que les deux sont liés. Pour sauver des vies et pour désengorger les hôpitaux. Les deux sont intimement liés. Parce que s'il n'y a pas de place dans l'hôpital et que votre père, votre mère fait une forme grave, il risque d'avoir à rester à la maison. On ne pourra pas l'accueillir. Parce que les deux sont vraiment liés. C'est aujourd'hui sa capacité à justement saturer les hôpitaux. Tout à fait. Et vous ne voulez pas, comme vous le disiez, pas de priorisation. Exactement. C'est le joli mot pour tri. Oui, exactement. On ne veut pas. On veut que non seulement les personnes atteintes d'une forme grave de Covid-19 puissent être soignées à l'hôpital de la façon dont ils le nécessitent, mais également de pouvoir prendre en charge les autres pathologies. Ce que l'on voit, les pathologies aiguës que l'on voit maintenant arriver à l'hôpital, mais aussi tout ce qui est chronique, par exemple la prise en charge de la cancérologie, parce que ces chiffres-là, on ne les voit pas maintenant. Mourir d'un cancer non traité, c'est pas maintenant. Ce sera l'année prochaine ou dans 2 ans. Et c'est cet avenir-là qu'on souhaite préserver en gardant les capacités d'hospitalisation. Je rappelle tout de même qu'on meurt beaucoup plus du tabac et des conséquences du tabac notamment que du coronavirus pour l'instant. Quand on regarde les courbes, alors évidemment dans un nombre absolu, mais quand on regarde les courbes de mortalité sur l'année qui vient de s'écouler, qu'on la compare aux années antérieures, il y a de très bonnes simulations de l'INSEE qui sont disponibles très facilement sur Internet et on voit qu'on a un vrai pic de mortalité sur mars-avril et
qui revient vers une norme à partir de mai, et on commence à voir une augmentation là pour le mois de novembre. Alors le confinement, là encore, il y a, comme je le disais, beaucoup de Françaises et de Français qui se posent des questions autour du confinement. Finalement, vous parliez du cercle familial, mais dans le cercle familial, le confinement ne permet pas de séparer les malades des non-malades. On se regroupe. Plus difficilement. Alors, en particulier, quand on vit dans des petites surfaces. Mais ce qui est important dans les contaminations intrafamiliales, c'est qu'il y a un moment donné, quand il n'y a pas d'isolement de la cellule familiale infectée, il peut y avoir une infection de la cellule voisine, etc., etc. Donc, le fait de limiter à l'intérieur des familles, de bien isoler, de bien diagnostiquer, isoler cette cellule familiale faut-il être affectée. Diagnostiqué. Alors ça, le diagnostic, maintenant, c'est plus du tout un problème. Oui, mais le regroupement familial peut être dangereux. Aussi. Le confinement, comprenez, je raisonne un peu par l'absurde. Le confinement entraîne le regroupement familial, on est bien d'accord. Mais c'est pas la même. Oui, vous avez tout à fait raison. Mais dans une famille de 4 qui est confinée à 4 pendant une semaine, où il n'y a pas d'interaction sociale en dehors de la cellule familiale, se contaminerait éventuellement à 4, mais ne contaminerait pas les personnes au travail, à l'école, etc., etc. Alors, donc c'est quand même certains disent moins de contact. Nous vivons une épidémie banale devenue exceptionnelle à cause des mesures de confinement. Mais c'est le raisonnement. Ça, c'est le raisonnement par l'absurde. Non, on a bien vu, absolument. Mais sauf qu'il faut prendre le raisonnement à l'envers. Oui. Quand on est infecté, que l'on vit dans une famille de 4 personnes, on va éventuellement contaminer les 3 autres. Quoi qu'on a vu que la contamination, c'est pas 100%. Mais si on est infecté, qu'on continue d'avoir des interactions sociales, c'est pas 3 interactions sociales qu'on a une semaine. C'est 3 fois 10. Donc non, la cellule familiale n'est quand même pas, même si on s'infecte entre soi, la cellule familiale, le confinement de la cellule familiale permet de limiter les interactions extérieures. Donc le confinement est efficace. Donc le confinement est efficace, on l'a vu en mars-avril. Absolument aucun doute là-dessus. Aucun doute. Bien. Est-ce que si la situation s'aggrave, est-ce qu'il faudra confiner plus strictement ? Mais ça, c'est la bonne question. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Retourner à un confinement aussi important que celui de mars-avril. Écoutez, je n'espère pas. Je pense qu'on a quand même beaucoup d'outils à notre disposition qu'on n'avait pas en mars-avril. On a les masques, on a surtout le dépistage, le tracing. Probablement que les mesures qui ont été prises entre le couvre-feu et les confinements vont permettre de diminuer l'incidence de la Covid-19, ce qui avait été le cas de façon extrême en mars-avril, qui sera peut-être moins le cas maintenant, mais qui nous permettra d'atteindre une limite à partir de laquelle le tracing qu'on avait mis en place et qui avait un peu perdu de son efficacité tellement il y avait de cas positifs, reprendra une certaine efficacité. Je vous dis ça parce qu'il y a aussi un débat autour de celles et ceux qui sont les plus âgés et qui sont les plus à risque. Faut-il confiner les plus âgés, les plus à risque ? Alors, ça, c'est une idée reçue de croire qu'il n'y a que les plus âgés, les plus à risque qui peuvent contracter la Covid-19 et en mourir. On voit actuellement que la moyenne d'âge dans les hôpitaux est beaucoup plus basse que ce que l'on avait en mars-avril. Très régulièrement, dans mon service à Saint-Antoine, j'ai des jeunes d'une trentaine d'années, 30-40 ans. Donc on voit bien qu'en confinant les personnes âgées, évidemment, ça va peut-être les aider eux, mais on a une grande part de la population qui peut contracter la Covid-19, en être malade et être aux urgences. Et être en réanimation, mais moyenne d'âge des patients décédés avec le Covid-19, 81 ans. Oui, mais on retourne à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de décès chez les moins de 30 ans. Absolument. Sauf que quand on parlait tout à l'heure d'engorgement du système de soins, je vous ai dit que ce n'était pas simplement les personnes Covid-19 qui devaient être prises en charge, mais toutes les autres. Une personne Covid-19 de 40 ans qui va passer 3 semaines à l'hôpital, qui ne mourra pas parce qu'elle a une meilleure constitution physique que quelqu'un de 80 ans, va tout de même rester à l'hôpital pendant 3 semaines sur un lit, qui ne pourra pas être occupé par quelqu'un d'autre qui a fait un infarctus, un AVC, etc., etc. Donc malgré tout, ça a un gros retentissement sur le système de soins. Ce n'est pas simplement le fait de mourir, mais c'est le fait de rester à l'hôpital pendant longtemps, d'éventuellement avoir des séquelles qui pèsent sur toute l'organisation. Est-ce que ce coronavirus pourrait devenir un virus saisonnier ?
C'est la grande question. Alors, il y a des théories qui commencent à émerger. C'est intellectuellement très intéressant. On en est encore loin, mais effectivement, quand on se projette dans l'avenir, on peut peut-être penser que comme les autres coronavirus, ces fameux 4 coronavirus qui donnent des rhumes banals en hiver, pourquoi pas à un moment donné, le virus après passage successif sur une longue période dans l'être humain n'évoluerait pas vers un modèle un peu saisonnier. On aurait appris, d'abord, ce virus serait moins dangereux. Absolument. On aurait appris à vivre avec. Bien sûr. Avec ce virus. Et d'ailleurs, on est en train d'apprendre. Absolument, on vit. On s'adapte. De toute façon, c'est la caractéristique de l'homme, de s'adapter aux contraintes extérieures. Est-ce que vous croyez à l'hypothèse d'un virus échappé d'un laboratoire? Non, je n'y crois pas. Parce que j'ai vu de nouvelles études, de nouvelles questions sont posées autour de ça. Vous avez vu? Je n'y crois pas. Vous n'y croyez pas. Après, vous êtes infectiologue, vous n'y croyez pas. Non. Pourquoi est-ce que vous n'y croyez pas? Parce que les caractéristiques du virus, ce qui le constitue, en fait quand même un virus qui provient de l'animal. C'est une zoonose, c'est un agent infectieux qui provient de l'animal et qui a muté pour pouvoir infecter les cellules humaines. On ne trouve pas de traces dans le génome que l'on connaît bien maintenant, de traces, on va dire, artificielles ou construites par l'homme dans le génome. Donc non, je n'y crois pas. Après qu'il y a eu des erreurs en Chine au tout début de l'épidémie, on en parle un peu dans le livre, dans le récit graphique. Que vous avez mentionné tout à l'heure. Avec Fiamma Lusati. Voilà. Que la gestion initiale de ce virus ait posé problème en Chine et que ça a entraîné la pandémie actuelle, ça oui, il y a eu manifestement des fautes humaines à l'origine de l'émergence et surtout de la dissémination du virus. Dissémination. Professeur Karine Lacombe, j'ai quelques questions. Là encore, une question qui me vient à l'esprit. Comment se fait-il que l'épidémie soit moins forte sur le littoral atlantique? Parce qu'alors là, de la Bretagne, de Brest jusqu'à Biarritz, je regarde les chiffres sur tout le littoral atlantique, et c'était même le cas lors de la première vague, le virus est moins dangereux, moins violent. Pourquoi? Ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile à dire pour l'instant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une maladie, c'est une interaction très importante entre l'agent pathogène, donc ici le SARS-CoV-2, l'homme, qui en est le réservoir, et son environnement. Donc pour comprendre pourquoi l'épidémie est différente en fonction des endroits où on se trouve, il faut regarder ces 3 interactions. Peut-être que sur le littoral... Exactement. Peut-être que l'environnement est décisif dans la dynamique de l'épidémie dans certaines zones géographiques. Peut-être qu'il y a moins de promiscuité pour beaucoup de raisons. L'habitat peut être un petit peu plus épars. Vous voyez, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Professeur Karine Lacombe, les traitements. Parce qu'on a beaucoup parlé des traitements, beaucoup lors de la première vague épidémique. On en parle un peu moins maintenant. Pourtant, oui, parce qu'il y a beaucoup de choses... Oui, et ça avance, j'imagine. Tiens, par exemple, Discovery, on en est où? Eh bien, Discovery, alors il y a des résultats qui sont en train d'être publiés, qui vont être publiés dans un grand journal. Déjà pour montrer ce qui ne marche pas. Voilà, dont on a déjà donné des résultats. Donc là, ça va être publié, montrer ce qui ne marche pas, qui permet de fermer définitivement la porte. Ce que l'on a déjà dit depuis plusieurs mois, ce qui ne marche pas, c'est par rapport à Discovery, je parle. Donc c'est le lopinavir, ritonavir, c'est l'interféron, c'est l'hydroxychloroquine. Ce qui reste encore à l'étude, c'est le remdesivir, avec des résultats assez contradictoires qui sont sortis récemment dans la littérature. Donc on va voir ce qu'on dit Discovery. Et on a montré d'autres stratégies qui marchent très bien, c'est les corticoïdes, et puis tout ce qui est oxygénothérapie, anticoagulation. Et actuellement, il y a maintenant... Alors on en parle peut-être moins parce que il y a actuellement beaucoup de traitements qui sont à l'étude et qui sont vraiment spécifiques du virus. Donc qui sont en phase ce qu'on appelle 2-3 et là qui vont mettre quand même du temps, probablement dans le courant de l'année prochaine. Et pour l'instant, on n'a pas de traitement spécifique. Il n'y a pas de traitement spécifique du virus. Il y a beaucoup de maladies virales. Traitement spécifique. Il y a beaucoup de maladies virales pour lesquelles on n'a pas de traitement spécifique. C'est pas comme les maladies bactériennes ou parasitaires. C'est très
différent. Où on sait, très. Absolument. Où en sont vos recherches à partir du plasma des personnes guéries du Covid-19? Alors, on a déjà publié des résultats très intéressants en septembre sur l'efficacité du plasma chez les personnes qui ne peuvent pas monter de défense immunitaire, Oui. par exemple parce qu'elles prennent des traitements qui diminuent les défenses immunitaires ou parce qu'elles ont des maladies qui abolissent les défenses immunitaires. Donc, on a montré chez ces patients-là que ça marchait bien. Et de façon globale, chez les personnes qui font une pneumonie avec manque d'oxygène, l'essai est en cours. On est intégré dans un grand essai international avec en particulier des Anglais et des Américains. Et les résultats qui ont été publiés sur le plasma dans la pneumonie, bien certains montrent que ça marche, d'autres montrent que ça ne marche pas. Donc vous voyez, on n'a pas encore de traitement miracle. Alors face à ce virus, tout le monde est impatient, évidemment. Ouais. Hein. Tout le monde est impatient, professeur Karine Lacombe. Traitement, on aura un traitement un jour? Pas sûr. Pas sûr. Pas sûr. Un traitement spécifique, pas sûr. Pas sûr. En fait, ce qui semble émerger, c'est qu'on a beaucoup de traitements qui marchent, mais de façon très personnalisée. On est vraiment dans la médecine personnalisée. Mais de plus en plus. De plus en plus. Mais même pour toutes les le maladies. cancer. Absolument. Pour toutes les maladies. Toutes les maladies, il semble bien qu'il n'y ait pas juste un traitement qui marche chez tout le monde. Et c'est pour ça qu'il est important de travailler aussi sur ce qu'on appelle les marqueurs de maladies. Et en fonction de ces marqueurs, on va individualiser le traitement. Et pour les vaccins? Les vaccin, alors... là aussi, il faut attendre. Donc, la France, patient, comme tous les autres pays, est dans la course au vaccin. Vous savez qu'on a monté un grand réseau national de volontaires de vaccins qui s'appelle Covirevac. Il y a un peu plus de 35 000 personnes qui se sont portées volontaires. Il y a plus de 20 centres de vaccination en France qui ont intégré ce réseau. Et on a plusieurs vaccins qui sont à l'étude. Un vaccin a déjà commencé à être administré. Et puis, il y a 3 vaccins qui devraient débuter entre décembre et février, et puis 2 autres qui sont un petit peu plus loin dans l'évaluation. Donc on espère, comme tout le monde, que ce soit des vaccins évalués en France ou à l'étranger, mais on espère avoir des résultats avant l'été. Avant l'été. Merci beaucoup, professeur Karine Lacombe. Je rappelle, la médecin Karine Lacombe, Fiamma Lousati, une infectiologue au temps du Corona, c'est chez Stock. Merci, 8h55 RMC et BFM TV. Merci d'être avec nous tous les matins.